Moi, j'aime bien les gens qui sont capables de se dire comment on va faire plutôt que de m'expliquer pourquoi c'est pas possible. Et ça, quand on est jeune ou quand on a cet état d'esprit, qui est l'état d'esprit d'entrepreneur finalement, on arrive à faire des choses qui sont assez incroyables. Bonjour et bienvenue dans Be My Guest, je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Aujourd'hui je reçois Olivier Brouran, le fondateur d'Amaris. Amaris est une société que je ne connaissais pas et un petit peu par hasard, un jour à une conférence, un ami qui est investisseur, qui voit passer beaucoup d'entreprises, me dit « Regarde vraiment ce que fait Olivier, c'est assez incroyable » et c'est vrai. Amaris aujourd'hui c'est 5000 employés en 10 ans, c'est probablement une des entreprises qui a le plus grandi en Europe, voire dans le monde sur ces 10 dernières années, dans un domaine qui pourtant, en tout cas pensais-je, est complètement saturé, à savoir le consulting. On va en savoir plus sur cette aventure entrepreneuriale partie de Genève. Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 idées et créa, école membre de INSEQ. Bonjour Olivier Brouran. Bonjour. Qu'est-ce que c'est l'opportunité que vous avez vue il y a 10 ans quand vous avez lancé Amaris ? Aujourd'hui, c'est une société qui aura bientôt 5000 employés, qui, selon moi, est sur le marché le plus saturé du monde, qui est le marché du consulting. Et pourtant, vous avez un succès incroyable. Quel était le problème que vous avez voulu résoudre au moment de lancer cette boîte ? Alors, le marché le plus saturé du monde, oui, et c'est justement pour ça qu'il y a moyen de repenser les codes. Quand on a démarré il y a 10 ans, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'était mettre l'humain au cœur du système de valeur de l'entreprise. On a voulu concevoir une organisation, un modèle de fonctionnement qui réponde à plusieurs choses qui aujourd'hui sont assez évidentes, mais à l'époque l'étaient pas. C'est une organisation qui soit pensée pour être mondiale dès le début, une organisation qui soit pensée pour être complètement digitale, et donc finalement qui fasse confiance à l'individu, à l'être humain, pour aller construire, pour aller développer, et pour aller créer des opportunités et développer cette culture entrepreneuriale. Et donc ça, quand on a mis en place ça il y a 10 ans, finalement aujourd'hui c'est ce qui correspond à des modèles d'organisation qui matchent bien pour les millénials. Mais parce que vous êtes arrivé sur ce marché, voilà, les géants du conseil, moi j'ai bossé chez Arthur Andersen à l'époque, c'était le Big Five, maintenant c'est le Big Four, mais c'est quand même ultra saturé. Et alors si on reprend un peu vos différents éléments, vous dites un groupe qui est pensé mondial dès le départ, c'est-à-dire que chez vos concurrents, par exemple, si vous voulez travailler dans plusieurs pays, on va vous dire il faut aller parler aux partenaires du bureau de Berlin, il va falloir aller parler aux partenaires du bureau de Londres. Et vous, dès le départ, vous êtes une organisation globale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, ça veut dire qu'en fait, il y a plusieurs choses. C'est effectivement, les gros acteurs sont capables d'adresser, en théorie, les demandes mondiales des clients. Dans les faits, ça va se heurter au cloisonnement ou au silotage des systèmes de rémunération, de l'esprit, du fonctionnement, etc. Et c'est ce qui fait qu'en fait, quand les deals sont de taille importante, là, effectivement, tout le monde va se battre. Dès que c'est des deals de taille beaucoup plus faible, il ne va plus y avoir personne. Sauf les acteurs locaux, qui eux sont réactifs, agiles et qui aimeraient bien le faire, mais qui n'ont pas l'infrastructure pour faire ça. Et donc finalement, c'est cette capacité à prendre et à saisir les opportunités en se disant, comment on va le faire ? Et essayer aussi de le penser différemment. C'est vrai que par exemple, on ne s'est pas battu à aller faire du développement offshore, par exemple, en Inde, quand on a en face des concurrents qui ont 100 000 personnes en Inde. C'est pas malin. Donc il faut essayer toujours de penser différemment pour aller chercher ce que les autres ne font pas et aller répondre. Et donc au tout début, par exemple, puisque tu parles de ça, les premiers projets qu'on a gagnés a consisté à aider, par exemple, à Strasbourg, une société qui travaille dans le domaine bancaire, qui avait racheté une assurance en Catalogne et qui avait besoin d'une équipe d'experts qui parlait catalan et français basée à Strasbourg. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de monde pour répondre à ces problèmes-là. Mais c'est vrai que peut-être avec l'émergence des technologies, il y a un nouveau type d'entreprises qui sont globales tout en étant petites. En fait, ce que vous décrivez, c'est que le système était assez bien fait pour, des Procter & Gamble qui d'un seul coup vont claquer 500 millions en consulting et du coup, là, les grosses boîtes vont se mobiliser pour eux. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des sociétés de peut-être 50 employés qui en même temps sont présentes dans 20 pays et ces gens-là n'arrivaient pas à être servis par les acteurs traditionnels. Alors, oui, on a des sociétés qui sont petites et qui vont pouvoir servir sur un marché de niche et spécialisé. Aujourd'hui, en fait, on a des clients qui souhaitent avoir au niveau mondial une offre de service qui soit unifiée, uniforme et à grande échelle. Pour être capable de mobiliser quand on est un industriel comme dans l'automobile et qu'on a besoin d'intégrer les compétences technologiques, informatiques, télécommunications, compatibilité électromagnétique, optique, optronique, mécanique, transformation digitale, management, refonte de l'espace de travail, et qu'on a besoin de le faire sur la Chine, le Mexique, le Portugal, la Tunisie, le Maroc, etc., etc.,
mécaniquement, quand on monte des équipes et des projets, nos clients, ils ont des enjeux de taille, ils ont des enjeux d'accompagnement. Et quand ils vont choisir un partenaire, ils ont besoin d'un partenaire qui va être global et où la réponse et le mode de delivery sera approprié et identique en termes de fonctionnement dans le monde. Et c'est là où on se heurte à cette dichotomie entre je suis très grand, je peux le faire, mais ça m'intéresse pas. Et je suis très petit, j'ai envie de le faire, mais je ne peux pas le faire, j'ai pas l'infrastructure pour le faire. Ouais, donc c'est intéressant, vous avez vraiment senti un changement dans le marché avant les autres, et donc un deuxième gros changement. Alors, aujourd'hui, c'est la tarte à la crème, tous les consultants du monde font du digital, la transformation digitale, mais vous le faites depuis 10 ans. Comment ça a commencé en fait? C'était quoi Pourquoi est-ce que vous dites que c'est au cœur du groupe? Qu'est-ce qui a fait qu'à la naissance d'Amaris, c'était une boîte qui était déjà digitale? En fait, plus qu'être digitale, je crois que c'est une société dans laquelle on a toujours souhaité prendre des gens qui étaient des talents et de leur donner un environnement dans lequel ils allaient pouvoir être suffisamment libres que pour s'adapter et créer. Et en fait, en faisant ça, on arrive à prendre finalement avoir une organisation qui va sentir ce qui se passe et qui va être capable de s'adapter et qui va être capable de mettre en place ce qu'il faut. Et à l'époque, il y a 10 ans, effectivement, ça voulait dire penser le fait qu'on travaille dans le monde entier avec des moyens de communication à distance, qu'on est en cloud, que la notion de bureau physique n'a pas de sens, que tu as cette notion de communauté où tu vas finalement avoir des équipes qui sont réparties dans le monde entier, qui travaillent en mode projet, de faire en sorte de dire que quand tu prends des gens qui ont un talent et que tu leur donnes les moyens de le faire, que tu leur donnes la motivation, ils vont être capables de déplacer des montagnes et que finalement, ils vont être capables de penser là-dessus. Et donc, si on revient sur le digital, aujourd'hui, on fait la transformation de façon beaucoup plus large que ça. Nous, notre mission, c'est finalement d'aller aider nos clients à réaliser leurs ambitions, leurs rêves et à conduire leur transformation. Elle n'est pas que digitale. Elle est digitale, elle est managériale, elle est organisationnelle. Et justement, beaucoup de nos confrères, aujourd'hui, le font sur un seul angle. Alors qu'en fait, c'est une vision à 360 qu'il faut intégrer, et c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas. Et je crois que pour faire ça, c'est en prenant des gens qui vont justement ne pas répéter les mêmes choses, mais être capables de s'adapter à ce qu'on sent dans le monde. Tu le vois au quotidien, et on le voit au quotidien, celui qui est capable de prédire ce que sera le monde dans 2 ans est très fort. Oui, puis il ferait mieux d'aller jouer sur les marchés plutôt que de perdre son temps à faire des conférences. Mais en fait, ce que vous dites, c'est que finalement, c'est un problème culturel. Et vous engagez des gens qui ont directement cette culture globale, c'était le premier élément. Et deuxièmement, cette culture, cette nouvelle façon de travailler, en fait. Donc, c'est une nouvelle boîte à outils, c'est des nouveaux modes de travail de style coworking. Donc, peut-être vous avez des frais inférieurs aux concurrents qui doivent prendre des énormes bureaux. Et c'est des gens qui vont directement... posséder, c'est pas des digital migrants, c'est vraiment des gens qui sont natifs. Mais du coup, alors, ça veut dire que vous avez une moyenne d'âge dans l'entreprise qui est extrêmement basse ou il y a aussi de la place pour des gens un peu plus seniors? Alors, la moyenne d'âge du groupe aujourd'hui, c'est 31 ans. Donc, comme tout, c'est une moyenne. Et par rapport aux concurrents, chez les concurrents, mine de rien, le consulting est un business où les gens viennent assez tôt dans leur carrière et il y en a tout un tas qui partent. Ça fait partie du modèle. Par rapport à vos concurrents, c'est en dessous ou c'est au-dessus? La différence fondamentale, c'est la répartition. C'est-à-dire que dans le management du groupe de façon large, on a une moyenne d'âge qui est extrêmement jeune. Et c'est là où on fait une différence. Parce qu'effectivement, moi je suis né en 74. Je suis ni X, ni Y. Et c'est le cas d'ailleurs du management du groupe. En fait, on a cette chance. On n'est pas vraiment digital native, même si moi, mon premier ordinateur... On est une micro-génération. 74, 76, il y a cette micro-génération selon certains. De 74 à 83, nous, on n'est ni X ni Y. Voilà, on est entre les deux. Ouais, c'est vrai. On ressemble à rien. Et donc, du coup, on a cette capacité à comprendre l'ancienne économie et l'ancien monde. En même temps, on a la capacité à comprendre le changement qui est en train de se produire et qui fait qu'en 2025, on va avoir 75% de la population qui sera millénial et donc qui va déterminer le monde. Donc on a la capacité à bridger entre les deux. Ça n'empêche quand même qu'on n'est pas exactement l'un et on n'est pas exactement l'autre. Et c'est ce qui, à mon avis, permet de faire une différence dans la mise en place d'une organisation là-dessus. Et donc dans le management, je reviens là-dessus, la moyenne d'âge chez nous est assez jeune dans le management. C'est-à-dire que vous faites confiance aux jeunes, quoi. Ouais, c'est pas clairement. Juste d'avoir des jeunes clairement. En bas de la pyramide, Ouais. Mais dans les équipes de management, il y a des gens qui sont encore très très jeunes. Ouais. Et d'ailleurs, cette notion d'âge est quelque chose qui si on regarde un Zuckerberg, Bill Gates, sont partis à 19 ans de Harvard pour aller monter une entreprise, on leur a pas dit qu'ils étaient trop jeunes.
Mais surtout, c'est effarant des fois quand je sais pas si je fais une présentation à un conseil d'administration, c'est toujours des hommes de 65 ans, alors que les clients, c'est à 50% des femmes Bien sûr. et beaucoup de jeunes aussi. Donc c'est vrai que c'est étonnant. On se dit, le fondement du business, c'est d'écouter ses clients puis de leur donner des services. Comment est-ce qu'on va pouvoir créer des services si on n'a pas la diversité aussi dans les instances dirigeantes? Mais si avant d'aller sur ce côté des talents et de l'humain, qui est très intéressant, bien sûr, mais au niveau des outils digitaux, je crois que vous avez aussi vos propres outils que vous développez. Ça, c'est une vraie particularité du groupe Amaris. C'est pas juste les laptops, Slack, peut-être Workplace, je sais pas ce que vous utilisez, mais vous avez vos propres outils. Oui. Alors c'est vrai que dès le début, on a choisi on a choisi une organisation qui est en hub, dans lequel on va regrouper une communauté de talents pour desservir l'ensemble des fonctions du groupe. Et lié à ça, on a souhaité des outils qui matchent le business. En fait, le driver, c'était toujours de se dire, on écoute nos clients, on écoute nos candidats, on écoute la communauté et on va construire des outils qui vont matcher le besoin. Et on ne veut pas d'un outil qui va nous dicter comment on doit travailler. Et donc pour ça, dès le début, en fait, on a conçu les outils. Aujourd'hui, on a un peu plus de, je crois, c'est 400 personnes qui travaillent au développement de nos outils en interne. Et effectivement, ça c'est très particulier parce qu'en général, les consultants vont prendre des outils, on va être un peu mariés même avec un géant de la technologie X ou Y. Et là, vous, ce que vous avez observé, c'est qu'il y a des besoins que vous aviez pour lesquels il n'y avait pas d'outils existants. Donc, vous avez développé vos propres outils. Exactement. Alors, il y a quelques outils qu'on achète des solutions du marché, mais souvent, on regarde et on se dit, OK, est-ce que ça correspond à notre besoin ? Malheureusement, non pas à 100%. Hein, donc finalement, on va essayer de le repenser un peu différemment pour que ça matche notre besoin à nous. Du coup, vous développez des outils, vous eat your own dog food, vous faites du développement pour vous-même, pas que pour les clients. Peut-être ça aide à comprendre les problématiques qu'ils ont. Mais est-ce que vous pouvez nous dire des exemples d'outils que vous avez développés ? Typiquement, on a un ATS. Donc Applicant Tracking System, qui nous permet d'intégrer la chaîne globale de recrutement de talents, depuis les phases complètement amont avec de l'intelligence artificielle, des systèmes de matchmaking, des robots pour toute la partie screening, identification de compétences, match des compétences avec les problématiques et les besoins, qui permet d'avoir ce système dans le monde entier, qui permet d'identifier qui, où, à quel endroit. On traite un peu plus de 120 000 CV par semaine aujourd'hui. C'est énorme. C'est assez monstrueux. Vous engagez 80 personnes par semaine ? C'est une bonne question. J'ai jamais fait le calcul dans ce sens-là. Je me souviens plus. 80 fois. Donc il y a plus de 100 000 CV qui sont revus par des robots et ensuite, je sais pas que des robots. Hein, En fait, moi je crois au mix entre la technologie et l'humain. Ça, on va y revenir. Ça, c'est très intéressant. Mais donc, il y a 100 000 qui sont passés au travers par des robots, qui font une présélection et ensuite probablement 50 à 80 par semaine. Oui, ça doit être. On doit recruter 2000 personnes par an, quelque chose comme ça. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable comme la quantité. Enfin, vous avez une croissance. On va en parler. C'est un des trucs vraiment qui est très intéressant dans votre histoire, cette capacité à scaler qui est très importante pour les startups. Mais donc, le troisième élément fondateur que vous avez évoqué, c'est l'humain. Alors, pour avoir moi été assez jeune dans une boîte de conseil, je vois assez bien le besoin, que ce soit du côté des employés que du côté de la relation au client. C'est vrai qu'en général, le conseil est un de ces domaines. Alors d'ailleurs, tout le monde en est un petit peu responsable, mais les clients vont demander des offres à 200 boîtes différentes, prendre la moins chère, et puis il n'y a pas vraiment de fidélité. La prochaine fois, on va refaire un appel d'offres avec quelqu'un d'autre. Vous avez dit dès le départ, on va partir sur un système de valeurs différents, on va essayer de créer des vraies relations, on va essayer de faire confiance aux gens. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la philosophie qui guide le regard, cette approche humaine chez Amaris ? En fait, ce qu'on s'est toujours dit, la conviction, c'est que l'entreprise, en fait, c'est une aventure humaine. Et en fait, on n'a pas beaucoup d'autres capital dans une boîte de conseil. Bah oui. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est ce qui est le levier de la transformation du monde. Aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des structures qui étaient là pour finalement l'école, les pouvoirs publics, etc., quelque part, ont démissionné de leur rôle dans la société. Et ce rôle-là de structuration, il est maintenant dévolu à l'entreprise. Est-ce que c'est bien ou pas ? C'est pas le sujet. Mais effectivement, l'entreprise aujourd'hui est devenue le premier levier de transformation du monde. Et nous, on croit que finalement, notre raison d'être, c'est de révéler, de développer une communauté de talents que l'on va être capable de mettre au service de l'ambition des projets de nos clients. Et que finalement, cette communauté de talents, si on leur donne cette culture de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat, de la prise de risque, de l'initiative, en fait, on va avoir des gens qui vont arriver à faire des choses qui sont assez incroyables. Je cite souvent un exemple qui est la façon dont on a ouvert l'Asie. Et en particulier en démarrant en Chine, où on a envoyé quelqu'un qui était ici dans nos équipes à Lausanne, qui devait avoir 26 ans, une jeune femme assez brillante, qu'on a envoyée en Chine. Elle parlait pas un mot de chinois, elle avait jamais mis les pieds en Chine de sa vie. Aujourd'hui, l'Asie pour nous, c'est un peu plus de 1200 personnes réparties sur une dizaine de pays. Et en fait, le principal mot en Chine dont tout le monde parle, c'est le guanxi. Le guanxi, c'est le réseau. On dit si on n'a pas de réseau en Chine,
on pourra jamais faire de business. Et ben, c'était la démonstration exactement inverse du fait que quand on prend des gens qui vont être capables de pas expliquer pourquoi. En fait, moi j'aime bien les gens qui sont capables de se dire comment on va faire plutôt que de m'expliquer pourquoi c'est pas possible. Et ça, quand on est jeune ou quand on a cet état d'esprit, qui est l'état d'esprit d'entrepreneur finalement, on arrive à faire des choses qui sont assez incroyables. Et j'ai des exemples comme ça, j'en ai aussi au Canada, aux USA. Mais c'est ça qui est un des grands apprentissages de votre histoire, c'est qu'en fait, on pourrait se dire faire confiance en l'humain, remettre l'humain au centre, et c'est un geste politique. Et en fait, non, ça a vachement de sens économiquement. Ah mais c'est pas du tout. Il y a vraiment une logique derrière. C'est pas philanthropique. C'est que moi je crois que quand on a des gens qui sont brillants, qu'on leur donne la possibilité d'avoir un impact. Parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est ça. Si on donne aux gens la possibilité d'avoir du sens dans ce qu'ils font, d'avoir un impact sur ce qu'ils font, en fait, ils vont pouvoir contribuer à changer le monde. Et c'est ça que les gens veulent. Et la motivation, ce qui fait que les gens vont se lever le matin en se disant c'est génial et j'adore ce que je fais, même si c'est pas facile tous les jours, parce que la croissance c'est fatigant. En fait, c'est ce qui permet d'avoir des gens qui vont déplacer des montagnes parce que justement ils ont cette envie, cette volonté. Alors évidemment, quand on prend des gens qui sont jeunes, bah forcément on manque d'expérience, donc on manque de maturité. Donc il faut aussi des gens qui vont être plus curieux que la moyenne, plus humbles, plus ouverts, plus à l'écoute, et qu'il va falloir former probablement plus aussi pour essayer de transmettre un certain nombre de choses. Mais là, de nouveau, je pense que vous êtes très en adéquation avec le monde. C'est-à-dire que moi, je suis né dans un monde où on imaginait que quelqu'un travaillait parce qu'il était physiquement présent à son bureau. Et de nouveau, pour avoir été consultant et avoir vécu des moments entre les mandats, là, c'est ces moments terribles où on n'a rien à faire. Voilà, on peut être assis derrière un laptop pendant 8 heures et ne créer aucune valeur et ne rien faire. Donc la seule façon, quelque part, de motiver des gens à cette époque où on travaille avec sa tête, c'est de leur donner envie, c'est de leur donner des défis, etc. Ensuite, la présence physique ne veut plus rien dire. Donc, vous êtes de nouveau très en phase avec votre époque sur ce point-là. Oui, et je crois qu'aujourd'hui, je ne sais plus si c'est 60 à 80% des gens qui sortent de l'école disent qu'ils veulent entreprendre. Moi, je ne crois pas que ce soit vrai. En revanche, en fait, chef d'entreprise, entrepreneur, c'est un métier. Un artiste, quand il veut chanter, il veut pas faire une maison d'édition de disques, il veut chanter. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on fait un amalgame entre les gens qui ont l'envie d'entreprendre. En fait, ces gens-là, tout le monde aujourd'hui cherche du sens. On cherche le fait d'avoir un job sur lequel on puisse avoir un impact sur ce qu'on fait, où on voit la différence, dans la contribution. Il y a un amalgame entre le fait que pour avoir du sens dans sa vie, il faut être entrepreneur. Exactement. Et c'est pas vrai. Ce que vous dites, c'est qu'on peut aussi avoir du sens sans être entrepreneur. Et d'ailleurs, au passage, quand on n'est pas entrepreneur, on est déchargé de tout un tas de problèmes, parce que la vie d'entrepreneur est assez idéalisée. Et la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je me suis vraiment amusé en étant salarié, tant qu'on m'a laissé. En fait, il me fallait deux choses. Il me fallait qu'on me laisse de la liberté. Et la capacité à aller faire les choses différemment à partir du moment où je tenais mes résultats, et que j'ai un système de valeurs dans lequel je crois, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Il se trouve que si j'avais eu des employeurs qui avaient respecté ces deux critères-là, si j'avais eu ça, aujourd'hui, j'aurais jamais monté une entreprise, j'en aurais pas eu besoin. Parce que j'aurais trouvé un écosystème qui me permette de faire ça. Et c'est ce qu'on a essayé de faire chez Amaris, c'est justement de créer cette opportunité où on va avoir des gens qui vont développer des qualités intrapreneuriales, des qualités entrepreneuriales, de faire des projets, de disrupter, de changer le monde, d'avoir l'impression d'écrire une aventure, sans pour autant être entrepreneur, parce que c'est pas ce que tout le monde veut. La vie d'entrepreneur, t'as raison, c'est quelque chose qui n'est pas forcément... C'est pas rose tous les jours. Mais de nouveau, là, on est sur c'est très intéressant. On lit dans l'histoire d'Amaris l'évolution de la société. Ça me rappelle un petit peu Uber, avec les chauffeurs qui ont un statut hybride, qu'en fait, les États ne comprennent pas. Ils sont formellement indépendants, mais en même temps rattachés à l'entreprise. Et là, c'est ça, c'est de trouver un nouvel équilibre entre de l'indépendance, puisqu'on fait confiance à des jeunes, puisqu'on n'est pas en train de juger les gens sur leur âge, sur leur diplôme. On leur laisse beaucoup d'autonomie sur la capacité à résoudre le problème eux-mêmes, tout en les mettant dans un cadre, en les soutenant avec des outils, avec une culture, avec tout un tas de problèmes qu'ils n'ont pas. Enfin voilà, le cash flow, c'est votre problème, c'est pas le problème des employés, d'avoir un salaire à la fin du mois, etc. Donc c'est un nouveau modèle, c'est un nouveau type d'employé intrapreneur. C'est ce qu'on essaye en tout cas c'est ce en quoi on croit. Et c'est vrai que ça va même plus loin. On peut aller sur aussi le partage de la valeur. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le capitalisme tel qu'on le connaît a une dérive, qui est que l'actionnariat dormant a pris un poids bien trop fort et que la valeur n'est pas répartie correctement. 60% des profits des entreprises, si on prend le CAC 40 ou ça, sont redistribués aux actionnaires. Et quand on prend l'équilibre entre les territoires, les clients, les employés et l'actionnaire, aujourd'hui, il y a un déséquilibre total dans la majorité des entreprises. Le seul endroit où je retrouve un partage de valeur, c'est dans les entreprises qui ne sont pas cotées, qui sont restées indépendantes, ce qui est notre cas. Voilà. Dans le groupe, aujourd'hui, on a 9% du capital qui est aux mains des salariés du groupe, et ce chiffre va passer à 25%
dans les 3 ans qui viennent, parce qu'on trouve que c'est un équilibre de partage de la valeur. Avec les gens qui la créent finalement. Et c'est vrai que c'est ça. Mais exactement. On peut toucher des dividendes parce qu'on a acheté une action il y a 60 ans alors que peut-être on contribue plus activement. Mais alors c'est quoi? Parce que donc, un des trucs qui est très frappant dans votre histoire, moi je suis tombé sur l'histoire d'Amaris et votre histoire personnelle sur un article d'un journal qui disait un groupe qui a même pas 10 ans et qui a 4000 employés. Ça c'était il y a un an, maintenant c'est 5000 employés. Qu'est-ce que c'est le secret de cette croissance? Je pose la question un peu au nom de tous ces entrepreneurs que je vois toute la journée ou des propres startups que je soutiens ou que j'ai faites, où il y a cette notion de scaling qui est toujours un énorme problème et un énorme défi, puis un énorme mystère. Alors, vous semblez vraiment avoir réussi particulièrement bien là-dessus. Comment est-ce qu'on scale? Comment est-ce qu'on fait grandir une boîte aussi vite? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, on a eu la chance, quelque part. J'étais à Tel Aviv il y a 2 semaines. Et en fait, ça ressemble à la Suisse sur ce point de vue-là, c'est que le pays est tellement petit qu'il n'y a pas d'autre choix que de le penser mondial et gros dès le départ, quand on va avoir de l'ambition. Donc déjà, c'est une chance d'avoir démarré. Parce qu'Amaris part de Genève. Ouais. Effectivement, d'avoir démarré à Genève, c'est que ça oblige, si on est ambitieux, à devoir penser mondial. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, derrière, sur le scaling, moi, je crois... aujourd'hui, quand je regarde l'économie, ça me désole de voir des patrons qui démarrent leur start-up et la seule chose auquel ils pensent, c'est la levée de fonds et la sortie et l'exit. Et en fait, un projet, moi, je crois au projet industriel. Même si c'est un mot qui est suranné ou d'un autre temps, je crois au projet industriel, à la vision qu'on peut porter sur le long terme, et au fait aussi, ça veut dire qu'il faut accepter de perdre de l'argent à l'instant T pour en gagner aussi. En revanche, je crois aussi au fait que quand on n'a pas d'abondance, ça oblige à être créatif. Quand j'étais étudiant, on était dans une association étudiant qui organisait une course de vélo autour de l'INSA. Et en fait, on disait quand c'est gratuit, c'est moins cher. Et effectivement, quand une entreprise a levé 20 millions, on arrête de gérer. Donc la première chose déjà pour moi pour faire du scale-up, c'est d'être assis sur un bon PNL de façon à se financer son développement. Sans créer l'abondance et le côté gâchis de ressources parce qu'on se dit voilà on est arrivé quoi. Oui, parce qu'il faut de l'exigence en fait. Il faut de l'exigence et un niveau d'exigence avec soi-même et avec les autres de façon à pas tolérer la non-performance. C'est vrai qu'il y a un lien entre fainéantise et capital. Moi, j'ai remarqué ça aussi. C'est vrai que les moments où j'ai eu les meilleures idées, par exemple, dans ma carrière, c'est les moments où j'avais pas du tout d'argent, pas du tout de capital. Et là, d'un seul coup, on est créatif, on bosse plus. Et donc, ce que vous dites, c'est qu'une fois, peut-être, qu'on a fait son ICO à 100 millions sans avoir rien fait, on s'endort un peu sur ses lauriers. Du coup, on avance plus. Donc, il faut trouver un équilibre entre le besoin de capital, qui est quand même fondamental et qui est inévitable. Il faut des meubles, des bureaux, des laptops, etc., des talents, des salaires, et en même temps de pas non plus tomber dans une zone de confort, de s'endormir, de se dire qu'on est arrivé, quoi. Après, il y a aussi quelque chose qui est, nous ici on dit souvent aux gens, quand ils arrivent chez nous, il faut arrêter d'écouter ce qu'on vous raconte. Quand on va dans un pays et qu'on va nous sortir de la liste de tout ce qu'il faut dans le pays, etc., etc., c'est 80% de ça, on peut prendre, le jeter à la poubelle, parce que les gens répètent la même chose depuis 25 ans. Les préjugés, quoi. Il faut regarder au-delà. Ouais, c'est vrai. Incroyable. Donc pour faire grandir Amaris aussi vite, il y avait donc cet équilibre à trouver, financer la croissance, tout en restant assez lean, on dirait, c'est un peu le mot à la mode. Il y a cette notion de ne pas s'arrêter aux préjugés sur les pays. Donc comme vous disiez tout à l'heure, vous envoyez quelqu'un de 26 ans en Chine contre l'avis général, mais en fait, ça s'est très bien passé parce qu'il y a maintenant plus de 1500 employés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme recette comme ça pour scaler la boîte? La recette, tu viens de la donner, c'est la bonne personne au bon endroit. C'est tout simple alors. Tout simple. Non, mais c'est tout simple. Mais le business, c'est toujours tout simple en fait. Écoutez les clients, faites preuve de bon sens. Exactement. Ouais. C'est la bonne personne au bon endroit. T'as raison. Écoutez les clients, c'est-à-dire en gros que veut le marché, et non pas venir avec ce que on pense que le marché veut, et laisser les talents s'épanouir, s'investir et agir. C'est étonnant. Ça me fait penser à cette théorie, un des bouquins qui m'a beaucoup frappé, c'est ce Team of Teams de ce général McChrystal qui dit on m'a entraîné, on m'a formé comme si j'allais être un joueur d'échecs et en fait je suis un jardinier. Mon rôle c'est de créer un espèce de lopin de terre dans lequel les gens peuvent s'épanouir. Donc c'est vraiment cette philosophie mise en pratique. C'est quoi aujourd'hui les besoins chez les clients? C'est quoi justement ça permettra d'évoquer un peu les services d'Amaris, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment chez vos clients? Quels sont les défis qu'ils ont? Quels sont les problèmes avec lesquels ils arrivent chez vous? Alors, en fait, toutes les entreprises du groupe Amaris, quel que soit leur secteur, leur taille, sont là pour effectivement aider nos clients à conduire leur transformation. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on est dans une économie dans laquelle l'ensemble des dirigeants que je rencontre sont tous inquiets de ce qui va se passer et de comment éviter de se faire disrupter. Aujourd'hui, on a des pans
entiers de l'industrie qui ont disparu en 5 ans, 6 ans, 7 ans, parce que une start-up a émergé et que le coût n'a pas été vu. On peut prendre les exemples connus, c'est effectivement les Uber, les Airbnb, il y en a d'autres. Hein. Netflix, Gillette a perdu 15% de ses parts de marché, je crois, ou 10% de ses parts de marché avec une start-up qui est le Dollar Shave Club. Qu'ils ont fini par racheter d'ailleurs. Exactement, ouais. exactement. Plus d'1 milliard, ouais. Ouais. Dollar Shaving Club, qui était Dollar un Shaving abonnement Club, en fait, où exactement. tous les mois on recevait. Voilà. Ce qui était assez. Donc en fait, toutes les entreprises aujourd'hui se posent cette question-là. Et l'angle pour adresser ça, c'est comment on se transforme, comment on va essayer de planter le plus de graines possible pour essayer de s'adapter. Sachant qu'en plus, elles ont les atouts pour le coup. Il y a un moment quand même, une grande entreprise, un grand groupe, elle a quand même plus d'atouts que pour être capable de s'adapter qu'une start-up où les moyens sont limités, même si elle est positionnée sur une niche. En revanche, pour conduire cette transformation-là, aujourd'hui, c'est plusieurs niveaux. Donc il y a le niveau des directions d'entreprise, des COMEX, qui a besoin de comprendre le monde dans lequel on vit, parce que les millénials aujourd'hui, c'est pas juste les clients de demain, c'est aussi les salariés de demain. Et d'aujourd'hui. Exactement. Et c'est eux qui définissent le monde dans lequel on va vivre. Donc il faut comprendre ce changement qui est assez radical. Donc là, ils ont besoin d'une offre de conseil pour accompagner les dirigeants sur la compréhension de cet univers-là. Ce que l'on fait parce que on l'a fait pour nous. On le sait. Enfin, on est native de cette transformation chez nous. C'est ce rôle de pont que vous définissiez tout à l'heure. En étant cette génération charnière, on est oui. capable de parler un peu le langage des deux, et puis pas non plus de leur envoyer ce message en disant de toute façon vous êtes dépassés, vous êtes nuls, vous avez aucune chance, vous n'avez rien compris, mais vraiment de leur expliquer le monde tel qu'il est et de les responsabiliser, en fait, de leur donner les moyens d'agir dedans. Donc ça, c'est un accompagnement, c'est limite culturel et c'est de la veille. C'est la culture, c'est du sens, c'est de la vision, c'est l'adaptation du mode de management au monde dans lequel on vit et on vivra demain. C'est l'adaptation aussi de l'espace de travail. C'est la conception de nouveaux espaces de travail, repenser les espaces de travail de façon à ce que ça soit collaboratif. C'est un projet par exemple qu'on a fait pour un client dans le télécom il n'y a pas très longtemps, où on a conçu un site qui regroupe un peu plus de 1100 personnes de ce client-là, avec une communauté d'innovation. On a repensé l'espace de travail, des espaces de formation à distance, d'e-learning, de communication, etc., pour favoriser la transversalité, la fertilisation croisée entre les métiers, et créer une des plus grosses communautés d'innovation de France en l'occurrence. Mais ça s'appelle encore un projet de consulting. Enfin, là, j'ai l'impression c'est que vous touchez à l'ADN de la boîte. C'est la transformation, sauf qu'on aime bien... Alors évidemment, on fait la transformation digitale. Comment on délimite un truc pareil ? Enfin, comment est-ce que vous mettez un prix, par exemple, dans une offre, alors que ça touche tellement de choses, puis surtout, vous dépendez quelque part du client lui-même. C'est-à-dire, est-ce que les gens vont adhérer ? À quelle vitesse ils vont adhérer ? Enfin, c'est des projets qui sont énormes. Alors oui, il faut que ça soit aussi porté par là, vous êtes en train clients. d'opérer le cœur. Enfin, oui, c'est vrai. Il faut pas juste mettre un bandage parce qu'il y a un petit problème quelque part, quoi. Non, il faut effectivement que les clients aient une volonté. Je crois qu'aujourd'hui... le dirigeant d'entreprise qui ne se rend pas compte qu'on évolue dans un monde où le mot-clé intelligence artificielle, blockchain, IoT, future of work, qui n'intégrerait pas ces mots-clés-là, commencerait à avoir quelques problèmes. Même si j'ai vu un grand géant de la distribution qui m'a expliqué qu'Amazon était un effet de mode. Oui, ça c'est sûr. Mais ça fait longtemps. Mais c'est vrai, c'est de moins en moins. C'est quand même en train de changer. C'est de plus en plus Puis un renouvellement de génération aussi dans les instances dirigeantes des grosses boîtes. Ouais. Mais alors ça, c'est donc ce premier thème qui est l'accompagnement culturel. Donc vous parliez des COMEX, donc des gens un peu plus élevés. Alors quel autre type d'intervention vous faites si... Et ben après, on va couvrir effectivement l'ensemble de la transformation qui va être possible. Alors effectivement, on parlait d'espace de travail, mais c'est aussi la transformation digitale. Et la transformation digitale, c'est pas juste la transformation technologique, c'est aussi l'impact sur les usages, sur l'expérience utilisateur. Le mot expérience est quelque chose d'important. Et puis c'est la transformation technologique qui va être derrière. On modifie pas un outil de production aussi rapidement. Donc voilà. Et donc en fait, on a un scope d'intervention extrêmement large qui va permettre en gros de mobiliser. Nous notre métier, finalement, c'est de développer, de révéler et de déceler une communauté de talents finalement qu'on va mettre au service de l'ambition de la transformation des projets de nos clients. Et finalement, ça peut toucher de la technologie, du conseil en technologie, que ce soit de l'informatique, du télécom, etc. Parce qu'aujourd'hui, prenons un constructeur automobile. C'est de la mécanique, c'est de l'organisation de projet, c'est de l'informatique, c'est du télécom, c'est quoi entre un constructeur automobile et Google ou Apple. En fait, finalement, toutes les compétences aujourd'hui sont intégrées. Ce qu'on appelait à une époque la convergence entre l'IT et le télécom, aujourd'hui, c'est plus une question de convergence IT et une télécom, c'est une convergence de tous les métiers. Et aucune entreprise au monde est capable d'aller intégrer tous ces métiers-là avec la vitesse d'évolution. Donc il faut effectivement des partenaires, ce qu'on essaye d'être le plus possible, capables d'accompagner sur ces différentes phases les clients dans cette transformation.
Ouais, du coup, là, c'est très concret. Vous disiez Customer Journey, hein, c'est aussi un des mots à la mode, l'expérience client. Donc, c'est de se rendre compte que d'un seul coup, les clients veulent se balader entre des points de vente physiques, des points de vente digitaux, de repenser ça et ensuite d'aller implémenter ça concrètement dans les entreprises. Donc, ça passe par la technologie, mais un truc qui est très prégnant dans votre discours, c'est ce côté, la technologie un peu au second plan, quoi. Ce qui est important, c'est le client. Ce qui est important, c'est les gens et la technologie doit être au service de ça. Vous avez une vision très forte là-dessus, que par exemple, vous parlez d'intelligence artificielle comme un des buzzwords 2018. Alors c'est sûr, c'est avéré que c'est le buzzword de l'année de loin, qui a supplanté blockchain, c'est pas facile, mais c'est arrivé. Et une des grandes peurs liées à ça, c'est le remplacement des humains par les machines. Donc vous avez une opinion complètement autre par rapport à ça. Bah, moi, je crois que la technologie, et chez nous, la technologie s'est marquée. On a un centre, on a plusieurs centres de recherche et développement. On a un lab, on a un centre d'innovation. On a des équipes qui travaillent que sur de la recherche et fondamentale et appliquée, que ce soit sur l'intelligence artificielle, la blockchain, l'IoT, etc. On a même une chaire de l'innovation managériale. Donc on couvre la recherche dans ces domaines-là. Ça n'empêche quand même qu'à la fin, les machines aujourd'hui ou les robots sont encore loin d'être capables de faire ce que un homme ou une femme peut arriver à faire. Donc moi je crois au progrès, je crois que c'est complémentaire, je crois que c'est nécessaire pour décharger les gens d'un certain nombre de tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Chez nous, typiquement, on a des robots, on a une 60aine de robots qui font des tâches aujourd'hui, qui avant étaient faites par des gens chez nous, qui aujourd'hui du coup peuvent faire des choses bien plus intéressantes. Ou la créativité, l'esprit d'initiative, la capacité à connecter, va faire la différence. En revanche, je pense que si on ne modifie pas le système éducatif et l'éducation aujourd'hui, on va se retrouver avec une problématique. Donc ce que vous dites, c'est qu'on recentre l'humain sur ce qu'il sait faire, hein, il ou elle bien sûr, mais donc sur la créativité, l'empathie, le management, le leadership, la vision, la stratégie, et puis on remet la machine sur ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire des tâches automatiques très rébarbatives. C'est vrai que c'est frappant toujours quand on voit des métiers qui disparaissent, c'est rarement les gens qui les font qui se plaignent, c'est plutôt des gens dans un bureau qui disent « Ah mais laissez quelqu'un aller nettoyer par terre au lieu que ce soit un robot ». Non, on essaie de... Il y a des emplois, moi j'aime bien cette phrase de Tim O'Reilly qui dit les emplois qui sont automatisés, c'est ceux que peut-être les humains n'auraient jamais dû faire. Voilà. Maintenant, ça nous laisse avec un nouveau défi qui est de transitionner des gens qui peut-être n'avaient pas de qualification vers un autre type de job. Et ça, c'est un problème, j'imagine, qui est assez important. Et de nouveau, on n'est plus dans une problématique technologique, dans une problématique là, quasiment sociale et politique qui touche le monde de l'éducation. Mais aussi, à l'intérieur des entreprises, il va falloir aller emmener ces gens vers des nouveaux emplois. Mais donc, vous avez cette vision un peu de l'humain augmenté par la technologie, plutôt que l'humain remplacé par elle. Oui, on a aussi... Aujourd'hui, chez nous, un des centres d'expertise qui marche très fort, une offre client, c'est tout ce qui est RPA, Robot Process Automation. Parce que ça répond à ça, c'est effectivement accompagner nos clients sur l'industrialisation, l'automatisation de tâches là-dessus. Donc oui, je crois à ça. Il n'empêche qu'il faudra un jour s'occuper et se préoccuper de ce qu'on entend en ce moment, qui est la régulation potentielle de l'intelligence artificielle. Hein. Mais je crois qu'on en est très loin encore. C'est un peu comme si on était en 1915 et qu'on se dit bon, il faudra qu'on réfléchisse comment on va gérer les voitures alors qu'on est encore à enlever le crottin des chevaux, quoi. Oui, et puis surtout, en effet, il y a cette notion de jusqu'où est-ce qu'un régulateur peut vraiment arrêter le progrès ou le contrôler. D'ailleurs, est-ce que c'est un progrès ? J'aurais peut-être dû dire innovation, parce que c'est pas toujours des progrès, en effet. Mais je vois, par exemple, les gens qui parlent des armes autonomes et qui essaient de les interdire, mais comment est-ce qu'on peut s'y prendre ? La technologie, souvent, est une grenade qu'on dégoupille un peu dans la société. Il faut se débrouiller avec, et c'est vrai qu'on a du mal à l'empêcher d'avancer. Mais pour revenir sur le sujet de l'éducation, parce que donc Be My Guest, ce qu'on enregistre aujourd'hui, est fait en partenariat avec l'école Créa, qui est une école qui forme des jeunes au métier du digital. Vous disiez que le système est inadéquat dans sa large majorité. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis un survivant du système scolaire, à mon avis, comme beaucoup d'entrepreneurs. Mais en quoi c'est inadéquat et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, peut-être, quand les gens envoient leur candidature chez Amaris, ils soient plus prêts aux défis que vous allez leur proposer ? Votre vision de l'éducation, c'est un petit peu ça que j'essaie de comprendre. J'aimais beaucoup, je crois que c'est Jack Ma qui a dit il n'y a pas très longtemps qu'on apprenait à nos enfants à se battre contre des ordinateurs
et que avec l'évolution, même si on ne suit plus exactement la loi de Moore, la puissance des ordinateurs est toujours en augmentation, on leur apprend à se battre avec quelque chose sur lequel ils ne pourront pas gagner. Ce qu'on doit apprendre à nos enfants, c'est l'expérience, c'est l'empathie, la culture, c'est brasser des idées, c'est l'art, c'est en gros tout ce qui va permettre d'éveiller la curiosité, la capacité du cerveau à connecter, etc., etc. En revanche, et c'est pour ça que je suis un fervent défenseur du système éducatif en France notamment, que je trouve assez génial, mais malheureusement il ne correspond qu'à une petite partie de la population, et il laisse les autres sur le côté. Parce qu'en fait c'est à la fois un système qui mélange une éducation qui est structurée, mathématique, raisonnée, donc avec une capacité d'abstraction, et en même temps un esprit chauvin, un esprit critique, un esprit de tout remettre en question. Les humanités Oui, littéraires, qui fait qu'effectivement on va pas faire philosophie. des robots qui vont suivre une ligne comme on peut dans certains pays asiatiques le trouver par exemple. Ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Quand on trouve des gens en Asie qui ont cette capacité à sortir des cases et en même temps qui ont eu cette culture, c'est vrai que ça marche super bien. Donc je crois vraiment au fait d'arriver à trouver un mix entre ce qui relève de l'expérience et en même temps cette capacité à donner la capacité d'abstraction. Parce que l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Dans l'un cas, on fait des robots, donc on va jamais éduquer les gens à apporter une valeur ajoutée. Et dans l'autre cas, on fait des gens qui sont géniaux, mais qui ne sont pas forcément capables d'évoluer. Dans une entreprise comme la nôtre, où on fait 40% de croissance par an, cette année on en fera 41%, je crois, si on n'a pas des gens qui évoluent, on a un problème. Et il est sérieux. Quelque chose que vous décrivez depuis tout à l'heure, c'est la remise un peu en place de la technologie qu'on a mis au centre et que maintenant on est en train de considérer comme un outil. Quelque chose qui me frappe, par exemple, dans le monde du retail, qui est un monde que je suis un petit peu, c'est selon moi la disparition du mot e-commerce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train d'arriver à une solution où je commande mon laptop sur un site, je vais le chercher dans un magasin, je reçois de l'aide à travers Skype, ensuite je vais le ramener dans un point de vente. On est sur du physique, sur du online, la distinction peut-être va disparaître et de commerce contre e-commerce, on va passer à tout simplement commerce 2.0, je ne sais pas. Dans quelle mesure est-ce que la notion de digital va encore exister dans 10 ans ? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est en train de se diluer, comme aujourd'hui, d'ailleurs ça m'étonne toujours, mais on parle plus vraiment d'IT. L'IT, c'était le service IT. Aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur sur son bureau, donc la notion de ce qui est numérique ou pas est en train de disparaître. Et aujourd'hui, on est plutôt en train de parler de la data, on est en train de parler de l'intelligence artificielle, on est monté un peu dans les couches, et donc tout ça a été intégré et est devenu un peu dans le background. Dans quelle mesure le digital va pouvoir être le cheval de bataille d'une entreprise de consulting encore dans 5 ou 10 ans ? Alors déjà, c'est pour ça que c'est pas notre cheval de bataille et que nous, notre cheval de bataille, c'est l'accompagnement à 360 degrés de la transformation des entreprises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, et pour reboucler sur l'éducation, l'histoire aussi fait partie des éléments pour comprendre le futur et le passé pour le futur. Moi, ça m'a toujours fait particulièrement rire. Si on regarde, je suis informaticien à la base. Quand on regarde les architectures informatiques... C'est un mot qu'on n'entend plus beaucoup, ça, informaticien. Non. C'est marrant. Et donc, à l'école, on a appris, à l'époque, on apprenait l'histoire de l'informatique, et donc l'apparition des premiers ordinateurs, puis après derrière du mainframe. Et le mainframe, finalement, c'était quoi ? C'était une grosse unité centrale, avec des terminaux passifs, les fameux VT tout verts, etc. Ensuite, d'ailleurs, on est passé sur une architecture client-serveur. On avait des serveurs d'un côté, et puis des PC de l'autre, où l'intelligence était répartie entre les deux. Puis après, derrière, Internet est arrivé, et finalement, Internet, c'est ni plus ni moins que du mainframe. On a une intelligence quelque part. Le cloud, on est revenu au client-serveur, voilà, exactement. Voilà. Et puis après, derrière, effectivement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé à mettre des applets sur les clients, parce que le client était léger, puis après, il est devenu un peu plus lourd. Donc là, on est revenu sur les architectures client-serveur. Enfin, l'histoire est un éternel recommencement. On va trouver des noms différents, mais finalement, c'est un éternel recommencement. Et donc, tu parles de digital. Moi, je me souviens qu'on parlait dans les années, quand je suis sorti de l'école, Internet arrivait, en 99-2000, on parlait de click et mortar. Là, maintenant, on parle de figital. Mais finalement, il n'y a rien de nouveau dans le fait que, tu as raison, aujourd'hui, on ne peut pas... beaucoup de start-upers nous disent par exemple, ah oui, on peut développer une boîte mondiale parce qu'elle va être digitale et cloud. Mais malheureusement, c'est pas vrai. Et nous, on le voit souvent, on a un startup studio, parce qu'en fait, quand on veut avoir des opérations dans 60 pays dans le monde, à un moment, il faut quand même des bureaux, des entreprises, des entités juridiques, il y a des réglementations de pays, locales, etc. Et il est très difficile, une entreprise comme Google a des pays dans 30 bureaux, dans 30 ou 40 pays dans le monde. Et c'est le cas de tous. Donc le lien entre les deux, voilà. Et tu as raison, les pure players digitaux, à un moment ou à un autre, finissent par avoir des shops, par avoir, etc.
parce que l'expérience ne peut pas être... elle doit être duale. Elle doit être duale. Voilà, et le monde réel est beaucoup plus compliqué que le monde théorique. Ça, c'est peut-être un des problèmes des fois qu'ont les informaticiens, justement. Typiquement, la blockchain est un cas. En théorie, c'est un problème qui résout tout. Et en pratique, on voit bien que le Bitcoin, par exemple, continue à avoir des gros problèmes de gouvernance, des gros problèmes techniques. C'est un signe avec la DAO, par exemple, sur Ether, où on a mis un problème dans le code et la blockchain a continué à l'appliquer. Enfin bref, c'est vrai que la différence entre la théorie et la pratique, et ça me rappelle aussi un des grandes règles de l'entrepreneuriat, il y a dire et il y a faire. Et faire, c'est beaucoup plus dur que dire. En théorie, c'est facile. La croissance, la mondialisation, la globalisation. En pratique, c'est très compliqué. Oui, en théorie, c'est un pays dans lequel j'aimerais bien vivre parce qu'en théorie, ça se passe bien. Exactement. Et alors, si on se projette un peu dans l'avenir, c'est quoi le futur d'Amaris? Donc, on a compris qu'il y a une pensée de long terme. Il y a le thème du digital qui va peut-être venir au second plan, ce thème de la transformation. Mais c'est quoi votre vision pour les années à venir pour le groupe Amaris? Nous, la raison d'être du groupe, c'est vraiment de révéler, de développer une communauté de talents, de leur créer des opportunités pour leur inculquer la culture de l'entrepreneuriat et faire en sorte qu'on donne l'envie à des gens d'avoir du sens, d'avoir de l'impact et de pouvoir faire la différence tous les jours pour faire avancer le monde. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais un jour, vous direz, je suis arrivé? J'ai un TED Talk que j'aime bien de Simon Sinek qui s'appelle Stay in the Game. La notion de être le premier, je suis arrivé, etc. n'est pas quelque chose qui me parle plus que ça. Moi, ce qui me drive, c'est quand j'arrive le matin au bureau, de me dire que on écrit une aventure avec des gens avec qui j'apprécie de travailler, où je me dis, si quelque part on arrive à changer leur vie en faisant en sorte que ces gens-là et de l'opportunité pour créer des projets, avoir l'impression d'avoir un impact, faire la différence, et qu'on fait ça et que c'est plutôt sympa, moi ça me va bien. Je trouve ça plutôt chouette. J'avais entendu une image qui m'avait beaucoup plu à l'époque. C'était quelqu'un qui parlait d'un metteur en scène et qui disait ce monsieur, c'est comme un ruisseau qui coule et partout où l'eau passe, il y a des choses qui poussent et qui sortent de terre qui n'étaient pas là avant. Une sorte de révélateur, de catalyseur. J'étais en Afrique il n'y a pas très longtemps. C'est effectivement comme quand tu as la saison des pluies et en Afrique, d'un coup, l'eau qui arrive et quand tu as la pluie qui tombe 100 minutes dans le désert, tu te retrouves avec du verre de partout en l'espace de 6 heures. C'est assez impressionnant. Voilà, c'est ça. Et donc vous, votre ruisseau, il coule pour amener des nouvelles valeurs, pour amener peut-être une nouvelle façon de penser dont pour avoir vécu dans un monde qui a été quand même tenu par des gens qui voulaient pas que ça bouge trop. C'est vrai qu'il est temps qu'on passe à autre chose et qu'on amène des nouveaux modèles. Je crois que par exemple des problématiques comme celle de l'environnement ou les problématiques sociales montrent à quel point il faut qu'il y ait une nouvelle façon de penser qui s'annonce, qui s'impose, et c'est un peu ça que vous faites chez Amaris. Oui, et dans la genèse, on parlait tout à l'heure, l'indépendance a été une valeur très forte, et l'est toujours aujourd'hui dans le groupe, parce qu'effectivement, on croit que l'indépendance capitalistique, en tout cas, c'est ce qui permet de construire sur le long terme, et d'avoir un équilibre plus sain de la répartition de la valeur, de l'énergie, de l'effort qu'on va mettre. Oui. Une dernière question, il y a pas mal d'étudiants qui nous écoutent, notamment je pense aux étudiants de Créa. C'est quoi le conseil que vous leur donneriez pour envoyer leur CV chez Amaris ? Pour envoyer le CV chez Amaris, ça c'est pas très compliqué, hein. On doit avoir un site avec un mail. Pour être en haut de la pile. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il va falloir effectivement une culture internationale et la maîtrise de l'anglais, ce qui n'est pas encore le cas partout. Ça peut sembler fou, mais c'est ça. Donc de l'ouverture. De l'ouverture. C'est la capacité aussi à avoir brassé des expériences. Le concret, le faire les choses. Ouais. Et puis la curiosité, je crois que vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Et puis quand même quelque chose d'assez fondamental, c'est la résilience. On parle beaucoup de l'échec. Bon, c'est bien, je préfère qu'on évite. Tant qu'à faire, si on peut. Moi, personnellement, je ne suis pas un fervent partisan de l'échec. Je suis un fervent partisan de l'apprentissage et de se dire, tiens, on va apprendre, mais si on peut éviter d'échouer, c'est pas mal. Ça me va bien. En revanche, la résilience, la capacité à se battre, à souffrir, à faire des efforts, à aller un tout petit peu au-dessus pour se faire mal, ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que dans les moments difficiles, c'est ce qui fera la différence entre ceux qui vont être brillants mais qui vont laisser tomber et ceux qui vont aller pousser jusqu'au bout et croire jusqu'au bout dans ce qu'ils font. Curiosité, ouverture, résilience. Je crois que c'est un bon résumé de ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup Olivier Bourran. Merci Laurent.
Merci d'avoir écouté Be My Guest. Comme d'habitude, si vous avez des réactions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à me contacter, laurent.haug@gmail.com. Je vous retrouve dans le prochain épisode avec le rédacteur en chef de la radio-télévision suisse, Bernard Rappa. C'était Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 idées et créa, école membre de INSECU.